Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous aborderons le thème du faux et de l'usage du faux. Ouais. Déjà, toujours, commençons par cet aspect de la définition. Que doit-on comprendre par le mot faux et usage de faux? Il y a deux types de faux en fait. Il y a le faux qui est matériellement un faux, c'est le document lui-même qui a été falsifié, qui a été transformé, qui a été modifié par rapport à ce qu'il était à l'origine. Et puis il y a le faux qu'on appelle intellectuel. En réalité, c'est un document, parce qu'en général c'est un écrit, un faux, un document qui atteste de quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà, qui n'est pas exact, qui ne reflète pas la réalité, la vérité. Donc on comprend bien les deux types de faux, le document qui a été transformé ou le document qui peut être un vrai, mais qui dit quelque chose qui n'est pas exact, quelque chose qui est faux. D'accord. Donc autant sur l'aspect de notre thème, vous nous dites qu'aujourd'hui en France, on ne met pas en prison quelqu'un qui ment. Pourtant là aujourd'hui on verra que dans l'intention de mentir, de trahir, là c'est tout autre chose, c'est plus Oui, le mot mentir. oui, le simple mensonge n'est pas un délit en France. Je dirais même que ça n'est pas moralement quelque chose qui n'est pas accepté par la société. Il y a même des mensonges, on le sait bien, qui sont des mensonges dont on dit qu'ils sont nécessaires, qui sont même le reflet de la sagesse, etc. Le faux, c'est un mensonge, c'est vrai, mais il a une qualité supplémentaire, c'est qu'il est porté par un écrit, et cet écrit est la représentation ou l'attribution d'un droit. Il emporte des effets juridiques pour quelqu'un. Par exemple, un faux sur un titre de propriété, on comprend tout de suite les conséquences dramatiques que ça peut avoir pour celui qui croit avoir acheté quelque chose, alors qu'en réalité, le document qui en atteste est faux. Ou quelqu'un qui manipule un faux billet de banque. Un faux billet de banque qui a été fabriqué par autre chose que par les banques d'État. On imagine bien la conséquence de quelqu'un qui vient, le malheureux, pour payer quelque chose avec un faux billet de 500 €. Lui, non, monsieur, les 500 €, vous ne les avez pas parce que vous avez un faux. Il y a donc une conséquence juridique, un préjudice qui est causé à la victime. C'est la condition. Donc non seulement il faut qu'il y ait le mensonge, qu'il y ait la chose fausse, il faut que ce soit supporté par un écrit et il faut que c'est des conséquences juridiques néfastes pour la victime. C'est les trois conditions. Alors, aussi dans cette appellation de mots faux, j'ai souligné l'intention qui revient par la notion de falsification, c'est-à-dire que c'est pas un faux à cause d'une erreur, voyez, ou une erreur de document ou une erreur professionnelle, mais cette notion de falsification. Oui, absolument, parce que vous avez tout à fait raison, c'est une infraction qui est volontaire. C'est pas une infraction qui est imputable à quelqu'un qui n'aurait pas voulu le faire. C'est vraiment un faux qui a été fabriqué pour tromper. Et pour que cette tromperie cause un préjudice à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans l'erreur qui aurait pu entraîner des conséquences, parce que là on est simplement dans la responsabilité civile, bien sûr, qu'on va rendre des comptes, on va devoir en fait indemniser tout simplement la victime de ce qui s'est passé, mais il n'y aurait pas de poursuite devant le tribunal correctionnel, il n'y a pas de poursuite par le procureur pour faire court. Il y aura par contre des comptes à rendre à celui qui a été victime devant éventuellement un tribunal civil. D'accord. Alors juste avant de rentrer dans le grand sujet des faux voulus, écartons déjà pour ceux qui pourraient s'inquiéter de ce thème et qui ne sont pas des personnes décidées à être des délinquants, si je peux m'exprimer ainsi, parce que pourquoi je disais cette intention de falsifier? Parce qu'il peut vous arriver demain, en métropole par exemple, les billets peuvent être imprimés chez soi via Internet ou alors dans des distributeurs automatiques. Les titres de transport, vous voulez dire, voilà. Parce que les billets, on a parlé de billets de banque tout à l'heure, moi je peux vous garantir qu'on ne peut pas imprimer un billet de banque chez soi, ça c'est certain. Voilà. Donc les titres de transport, donc il peut y avoir une erreur indue à l'imprimante ou une erreur indue à la machine, voyez, l'autonome qu'elle a à la gare. Oui. Donc ça produit un faux. Et quelle différence, comment demain quand vous arrivez devant un agent, je prends juste cet exemple-là, que lui voit que c'est un faux parce que il y a des éléments contradictoires. Moi je pense qu'on ne peut pas appeler ça un faux. On peut l'appeler un document entaché d'erreurs. On peut l'appeler. C'est une erreur en réalité. C'est pas un faux. Donc c'est plus le résultat d'une malfaçon, d'un accident technique. En tout cas, il n'y a pas d'intention
C'est pas le fait de quelqu'un qui a eu l'intention de vouloir tromper, par exemple, la compagnie aérienne ou de vouloir tromper la compagnie de transport ferroviaire. Donc non, c'est pas ça. Quand on est en situation d'avoir un document qui n'est pas correct, ça peut être le résultat d'une simple erreur. D'accord. Et on n'est pas dans la situation du faux dans ces cas-là. Donc, en fait, un professionnel du droit, donc que ce soit un agent de police, que ce soit un magistrat, voyez, donc ces personnes qui ont autorité, ne peut employer ce mot faux que quand justement il y a ce caractère intentionnel. Intentionnel, volontaire et intentionnel, tout à fait. Donc une personne lambda pourrait dire effectivement j'ai entre mes mains un faux billet par erreur d'imprimante, mais en aucun cas un juriste ne peut employer le mot faux s'il n'y a pas cette intention vérifiable. Oui. Merci. Alors, maintenant, au prétexte d'anecdotes et de citations, d'exemples, en venant justement à ces faux, et tout à l'heure nous reviendrons à cette notion de usage de faux. Alors, tout le monde comprend très facilement les faux billets, donc toujours cette intention de fabriquer des faux billets. J'insisterai tout à l'heure pour cette notion de médicaments, faux médicaments. On entend de temps en temps des ventes à l'export de faux médicaments, etc. Diplôme, fausse qualité, des personnes qui se font passer pour médecins, chirurgiens, là on encore, il y a des cas d'actualité et des conséquences humaines. Acte de notaire, je vous laisse en citer quelques-unes. Faux contrat de vente, vous voyez, donc on revient sur des thèmes que je pense que tout le monde a vu à l'échelle nationale. Vous arrivez quelque part, la maison, vous n'êtes pas le seul propriétaire, on vous savez quoi, vous étiez le seul, ou vous n'êtes pas le seul locataire, il y a déjà quelqu'un qui est dans la maison, faux permis de conduire, etc., etc. Mais vous nous dites qu'il y a deux grandes catégories. Réexpliquez-nous cela. Et déjà, si vous voulez, on ne peut pas trop élargir, je pense, le sujet, parce que, par exemple, celui qui se prétend médecin alors qu'il ne l'est pas, se prétend médecin auprès d'une clientèle qui s'est constituée de cette manière-là. On peut dire que, d'une certaine manière, c'est un faux médecin. Mais ce n'est pas un faux au sens où on l'évoque aujourd'hui. C'est simplement l'exercice d'une fausse qualité, l'utilisation d'une fausse qualité pour tromper les gens. Mais on n'est pas dans la production d'un document, puisqu'une nouvelle fois, le faux dont nous parlons aujourd'hui, c'est la production d'un document qui génère un droit et qui est utilisé pour causer un préjudice ou pour tromper dans ses biens, la plupart du temps, celui qui sera la victime. Voilà. Alors, pour écarter ce faux médecin qui n'est pas le bon terme juridique, alors pour nous attarder que sur ce qui correspond au mot faux, donc celui qui se fait passer pour médecin, l'appellation juridique, ce serait quoi? C'est l'exercice illégal de la médecine. D'accord. Donc, ce n'est pas le mot faux médecin, non, mais c'est exercice illégal de la médecine. Voilà. Et que ce soit médecin, infirmier... Voilà, toutes les professions protégées, les coiffeurs aussi, vous savez, c'est une profession protégée et c'est normal. Ils utilisent des produits tout à fait dangereux, ils ont une qualification obligatoire pour pouvoir utiliser par exemple ces produits très puissants pour décolorer, pour lisser les cheveux ou au contraire les faire friser, etc. Même les vétérinaires, etc. D'accord. Donc ça, ce n'est pas le mot faux d'un point de vue juridique à utiliser. Alors, revenons sur ces deux grandes catégories, faux en matériel et faux intellectuel. Expliquez-nous ça posément. Le faux matériel, c'est le fait de fabriquer ou de modifier un document. Donnez-nous 3 à 4 exemples. Eh bien, c'est par exemple, nous avons quelqu'un qui se trouve en train de conduire sa voiture, il n'a pas pris d'assurance. Il va récupérer une attestation d'assurance de son voisin et il va changer le numéro d'immatriculation de la voiture sur le petit, avec une belle petite imprimante. Voilà, le petit macaron que l'on met sur le pare-brise. Donc ce macaron, c'est un faux matériel. Il a été modifié, été falsifié. Et puis il y a le faux intellectuel qui consiste en fait à établir par un document la preuve de quelque chose qui n'existe pas en réalité. Qui n'existe pas. Par exemple, c'est quelqu'un qui atteste devant la justice que telle ou telle personne, depuis toujours, est connue comme étant le propriétaire de telle maison. Vous savez, pour les histoires de prescription acquisitive de propriété. Et c'est pas vrai.
pourtant il l'a attesté. Eh bien cette attestation, c'est une fausse attestation. En plus, si elle est produite en justice, la peine est aggravée, hein, puisque évidemment on demande en justice que les gens disent la vérité quand ils témoignent de quelque chose. D'ailleurs, ils prêtent serment de dire la vérité. Donc on voit bien que d'une part, pour l'assurance, on a un document qu'on a falsifié, c'est le document qu'on a falsifié pour faire croire à quelque chose. Et d'autre part, c'est pas un document qu'on a falsifié, c'est un vrai document. L'attestation, elle est vraie, Alors, mais elle atteste de quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas vrai. donc C'est le faux un faux intellectuel. témoignage, etc. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais quelle différence c'est avec cette notion de faux témoignage et la diffamation? Ah ben la diffamation, c'est l'imputation à quelqu'un de quelque chose qui n'est pas vrai et qui touche atteinte à son honneur, à sa considération, etc. Donc c'est pas le bien que l'on touche, c'est vraiment l'intimité et la notoriété de la personne. Donc c'est l'objectif, si vous voulez, du faux qui est différent. Nous rappelons quand même que vous avez aussi été juge dans vos parcours avant d'être procureur sur les Antilles. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur justement une situation aussi bien originale que naïve et presque on aurait pu passer à côté de ça? Oh, si vous voulez, vraiment les histoires avec des faux, ça court les rues et on a vraiment beaucoup de gens qui essayent de se fabriquer des documents. L'exemple classique, par exemple, c'est la personne qui a besoin d'argent et elle va à la banque pour faire un crédit, pour faire un emprunt et elle va présenter un dossier. Et dans ce dossier, elle va dire, eh bien voilà, moi j'ai tel revenu, je travaille régulièrement chez quelqu'un, j'ai un vrai emploi et pas un job, comme on dit ici, j'ai un vrai emploi et je vous produis une attestation de mon employeur. Mais en fait, d'employeur, il n'y en a pas et l'attestation a été entièrement fabriquée. Ou pire que ça, l'employeur existe bien, mais on n'est pas en réalité son employé. Ou peut-être pire que ça, l'employeur existe bien, on travaille bien chez cet employeur, mais ce n'est pas un vrai contrat de travail. Ça va? Voilà. Donc on est bien en train de produire devant le banquier pour l'inciter à vous prêter de l'argent, à vous faire confiance, quoi, en quelque sorte, un faux document. Et ça peut porter préjudice à ce banquier, puisque si un jour vous êtes dans l'impossibilité de payer, de rembourser finalement cet emprunt-là, il va se retrouver en difficulté face à quelqu'un qui n'aura pas les revenus pour pouvoir garantir le retour sur l'investissement. Merci. Est-ce qu'aussi en France, dans le mot faux, il y a production de faux documents ou fausse adresse, dans le but d'avoir une fausse adresse, de désigner une fausse adresse? Oui, bien sûr. Ah ben attendez, du temps où il y avait encore la carte scolaire, c'est quand même pas si vieux. Hein, elle a été, Pour bénéficier de certaines voilà, donc il y a établissements des personnes scolaires. qui veulent absolument voir leur enfant, on connaît tout ça, aller dans telle école parce qu'on considère que c'est la bonne école, enfin, etc. Enfin, ou pour des questions de pratique, hein, d'organisation de la famille, eh bien, on va déclarer une adresse ou utiliser une adresse qui n'est pas en fait la vraie adresse de la vraie résidence de la famille. Voilà, ce sera l'adresse d'une cousine, d'un voisin, d'un ami, de qui on veut, mais en tout cas pas celle de la famille. C'est un faux. C'est 3 ans d'emprisonnement encouru, je dois le rappeler quand même aux personnes. Donc, en fait, pour avoir falsifié une facture d'EDF, on encourt 3 ans de prison. Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Alors, le minimum, le maximum? Alors, c'est excessivement large parce que il y a, je dirais, bon, si vous me permettez, le faux de base. Le faux de base, bon, c'est ce que vous évoquiez, par exemple la modification d'une facture, une attestation ou une lettre qui raconte quelque chose d'inexact, c'est 3 ans d'emprisonnement encouru. Bon, voilà, c'est vraiment le faux de base. Et puis, il y a le faux qui porte sur des documents excessivement importants, et en particulier des documents qui sont des écritures publiques, et qui sont en général faits par des officiers publics ou des officiers ministériels. C'est par exemple un procès verbal qui est établi par un officier de police judiciaire dans une procédure pénale. Vous imaginez comme c'est important? Eh bien, si ce procès verbal raconte quelque chose qui n'est pas exact ou retranscrit de manière inexacte les propos de quelqu'un qui vient faire une déclaration, c'est un faux d'écriture publique, c'est criminel. Et on encourt jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises. C'est pareil, par exemple, pour le notaire, qui est un officier ministériel, quand ce notaire, par exemple, va recevoir le consentement pour la vente d'un bien immobilier de la part de quelqu'un
et qu'en réalité, il ne l'a pas vraiment reçu. C'est que la personne, il ne l'a pas vu, il n'a pas pu vérifier que cette personne était vraiment consentante directement, il n'a pas pu se rendre compte, par exemple, que cette personne était tellement vieille, tellement âgée, tellement malade, qu'elle n'était plus capable de donner de manière consciente, de manière éclairée, un consentement pour cette transaction. Et l'huissier de justice. Et pardon? Et si vous modifiez un document édité par un huissier de justice? Ça dépend de la nature du document, parce que les huissiers de justice, ils établissent plusieurs types de documents. Mais ça peut aller aussi jusqu'à le faux en écriture publique, bien sûr, c'est-à-dire 15 ans de réclusion criminelle pour les documents les plus importants. D'accord. Donc, à la base, c'est un document qui est vrai, sauf que vous avez manipulé certains éléments de ce document pour vous prévaloir de certains droits, comme vous dites. Et puis alors, le faux le plus sanctionné, puis on le comprend, c'est le faux contre certains documents émis par l'État, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les billets de banque. Donc, celui qui fait de la contrefaçon de billets de banque, la contrefaçon de monnaie, encourt jusqu'à 35 ans de réclusion criminelle selon la loi. D'accord. Carte d'identité, permis de conduire, c'est à quel niveau? Ce sont des pièces protégées, elles sont protégées par des cachets, les billets d'avion. Au même titre que les billets... Plus que les billets d'avion, puisque les peines encourues sont plus importantes. Vous voyez, on va en fait de 3 ans d'emprisonnement à 35 ans de réclusion criminelle. C'est donc très large et il y a entre les deux toute la palette. Et puis, il y a certains faux, certains usages de faux qui sont sanctionnés par des amendes seulement. Par exemple, c'est la personne qui, par malheur, s'est fait remettre, peut-être sans s'en apercevoir, un faux billet de banque, un faux billet de 20 euros ou de 50 euros. Bon, on se demande bien ce qu'elle doit en faire. Et elle décide, mais c'est vraiment pas une bonne idée, d'essayer, permettez-moi l'expression, d'essayer de la refourguer. Voilà, à l'occasion d'un achat à la grande surface du coin ou à la station-service. Voilà. Et évidemment, le commerçant va s'apercevoir que ce n'est pas un vrai billet. Eh bien, il y a une peine qui est encourue quand on veut utiliser, conserver un faux billet. On encourt 7 500 € d'amende. Faites le calcul, si c'est pour avoir 70 € d'essence ou pour aller acheter 2-3 petites choses au magasin, on encourt 7 500 € d'amende. Merci, monsieur le procureur. Au niveau de l'usage de faux, tout à l'heure, nous avons vu le caractère intentionnel, à différencier avec une erreur d'impression qui n'est pas choisie. Au niveau de l'usage, est-ce que là, il y a une différence ou pas? C'est-à-dire, vous avez usage d'un faux document, d'un faux médicament, ou vous revendez sans le savoir de faux médicaments, ou même si vous les offrez, est-ce que là, la loi vous dit que vous étiez censé, avant d'user de certains documents, de vérifier ou c'est en fonction de ces supports? Oui, certainement, mais cette obligation va varier selon qu'on s'adresse ou qu'on considère la situation de quelqu'un qui est un particulier, une personne privée ou un professionnel. On aura, et la loi le prévoit, un niveau d'exigence très différent. Et d'ailleurs, les peines qui sont encourues, vous l'avez compris, sont très différentes. Quand c'est un simple faux fait par un particulier par rapport à un acte de notoriété, par exemple, ou un faux qui est commis par un notaire dans le cadre d'une transaction immobilière lourde, je dirais, de conséquences, les peines encourues sont radicalement différentes puisqu'elles vont du simple au triple quasiment. Bon, voilà. Et le niveau d'exigence de la vérification qui doit être fait par le particulier et par le professionnel est évidemment pas la même du tout. Voilà. Merci. S'il y avait un dernier conseil sur cette notion de faux et d'usage de faux, par rapport à des affaires que vous voyez récurrentes, ou des personnes qui auraient pu ne pas se retrouver dans un tribunal face à une situation, ce mot, qu'est-ce que c'est-il? Je pense que le mot, c'est il faut être honnête. Voilà. C'est pas simplement de l'honnêteté pour la morale, c'est pas ça du tout. Mais c'est parce que quand ça part mal, franchement, les choses deviennent difficiles à rattraper. Le fait de présenter un faux document à un moment donné, ça peut peut-être marcher. Peut-être que ça peut marcher. Mais il y a vraiment là un risque encouru qui est considérable, puisque non seulement, si vous voulez, pour ces infractions de faux, d'utilisation de faux, d'usage de faux, ou même de recel, c'est-à-dire le fait de détenir un faux,
il y a des peines encourues principales, j'ai évoqué les peines d'emprisonnement, les peines d'amende, mais aussi des peines complémentaires qui sont tout à fait considérables, notamment pour les entreprises, avec des interdictions d'exercer son métier, des interdictions par exemple de pouvoir se porter candidat pour des marchés publics, je pense aux entreprises. Vous voyez, ça peut compromettre de manière radicale le métier de quelqu'un, l'avenir personnel ou professionnel de quelqu'un et peut-être de sa famille. Monsieur le procureur, encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Que dans l'intention de mentir, de trahir, là, c'est tout autre chose. C'est plus le mot mentir. Oui, le simple mensonge n'est pas un délit en France. Je dirais même que ça n'est pas moralement quelque chose qui n'est pas accepté par la société. Il y a même des mensonges, on le sait bien, hein, qui sont des mensonges dont on dit qu'ils sont nécessaires, qui sont même le reflet de la sagesse, etc. Le faux, c'est un mensonge, c'est vrai, mais il a une qualité supplémentaire, c'est qu'il est porté par un écrit, et cet écrit est la représentation. On lui dit non, monsieur, les 500 euros, vous ne les avez pas parce que vous avez un faux. Il y a donc une conséquence juridique, un préjudice qui est causé à la victime. C'est la condition. Donc non seulement il faut qu'il y ait le mensonge, qu'il y ait la chose fausse, il faut que ce soit supporté par un écrit et il faut que c'est des conséquences juridiques néfastes pour la victime. C'est les trois conditions. Alors, aussi dans cette appellation de mots faux, j'ai souligné l'intention qui revient par la notion de falsification, c'est-à-dire que ce n'est pas un faux à cause d'une erreur, voyez. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous aborderons le thème du faux et de l'usage du faux. Ouais. Déjà, toujours, commençons par cet aspect de la définition. Que doit-on comprendre par le mot faux et usage de faux? Il y a deux types de faux en fait. Il y a le faux qui est matériellement un faux, c'est le document lui-même qui a été falsifié, qui a été transformé, qui a été modifié par rapport à ce qu'il était à l'origine. Et puis il y a le faux qu'on appelle ou l'attribution d'un droit. Il emporte des effets juridiques pour quelqu'un. Par exemple, un faux sur un titre de propriété, on comprend tout de suite les conséquences dramatiques que ça peut avoir pour celui qui croit avoir acheté quelque chose, alors qu'en réalité, le document qui en atteste est faux. Ou quelqu'un qui manipule un faux billet de banque. Un faux billet de banque qui a été fabriqué par autre chose que par les banques d'État. On imagine bien la conséquence de quelqu'un qui vient, le malheureux, pour payer quelque chose avec un faux billet de 500 euros. Intellectuel. En réalité, c'est un document, parce qu'en général c'est un écrit, un faux, un document qui atteste de quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà. Qui n'est pas exact, qui ne reflète pas la réalité, la vérité. Donc on comprend bien les deux types de faux, le document qui a été transformé ou le document qui peut être un vrai, mais qui dit quelque chose qui n'est pas exact, quelque chose qui est faux. D'accord. Donc autant sur l'aspect de notre thème, vous nous dites qu'aujourd'hui en France, on ne met pas en prison quelqu'un qui ment. Pourtant là aujourd'hui on verra